C'est parti. Alors, hop. Est-ce que vous voyez mon écran Ouais, correctement? c'est nickel. Alors, hop. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui, donc du coup, moi, je vais poursuivre la journée par vous parler des interactions qu'il peut y avoir entre l'abeille domestique et les abeilles sauvages. On va essayer de faire une présentation à deux voix avec Benoît et en fonction des questions que vous aurez, des retours qu'il y aura dans le chat, où on fera une coupure entre les deux, où on enchaînera les deux présentations. Donc, comme vous le savez, donc il y a un déclin des pollinisateurs et notamment des abeilles à l'échelle européenne. Donc, selon la liste rouge européenne, il y a presque 9% des abeilles sauvages qui sont menacées et plus particulièrement 19% de la richesse en espèces des bourdons qui diminue sur la période de 1945 à 2018. Et en parallèle, sur la même période, il y a une diminution de 25% de colonies d'abeilles domestiques entre 1985 et 2005. Ce déclin sont donc multiples. On va avoir les changements climatiques, l'introduction de pathogènes et plus particulièrement une transformation des paysages, que ce soit avec la pulvérisation d'intrants au niveau des milieux agricoles ou alors l'urbanisation qui engendre du coup une diminution des ressources disponibles pour les pollinisateurs. En parallèle, depuis les années 2000, est apparue comme une espèce emblématique, une espèce clé, notamment pour centraliser tout ce qui était action en faveur des pollinisateurs. Donc on l'utilise notamment pour la pollinisation dans les grandes cultures, à floraison massive. On l'utilise également pour les produits de la ruche, que ce soit le miel ou d'autres produits de ruche. C'est la seule espèce d'abeille qui forme donc des colonies de près de 50 000 individus environ. Et puis, c'est une espèce qui est largement généraliste, c'est-à-dire pouvoir butiner une large gamme. Et donc, depuis 2010, on a un engouement très, très bien récent pour l'apiculture face aussi aux pressions agricoles qu'il y a, etc. Et dans la littérature, donc, il existe trois types d'interactions qui sont possibles entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages. Donc, il y a potentiellement un cas d'interaction dit directe, c'est-à-dire que l'abeille domestique va pouvoir foncer sur les abeilles sauvages pour aller récupérer du pollen sur les pattes arrière. Alors ça, c'est des cas extrêmement rares qui ont plutôt lieu en fait là où l'abeille domestique a été introduite, donc c'est-à-dire dans les milieux insulaires, donc les îles. Ensuite, on a le type d'interaction dite apparente. Donc, la compétition apparente, ça va être lié au fait que lorsque dans le milieu, il va y avoir des abeilles domestiques, elles vont pouvoir transmettre des pathogènes vers les pollinisateurs sauvages. Et en fait, concernant le virus des ailes déformées qu'on retrouve chez l'abeille domestique, il y a des publications qui montrent que lorsque ce taux de virus est domestique, il va y avoir une plus importante chez les bourdons. Ça se fait notamment, en gros, l'abeille domestique va venir déposer accidentellement ces virus sur les fleurs, et lorsque le visiteur suivant va arriver, donc les bourdons ou abeilles sauvages, il va récupérer ces virus. Mais bien sûr, la compétition apparente peut aussi être dans le sens inverse, c'est-à-dire que les abeilles sauvages peuvent porter des virus et à l'abeille domestique. Et puis, nous, ce dont on va parler de manière plus importante aujourd'hui, c'est la compétition indirecte pour les ressources. Donc, je vous ai mis ici sur la droite un réseau d'interaction, donc avec 3 espèces de plantes et 8 espèces d'abeilles. Et donc, ces espèces d'abeilles sauvages et domestiques viennent butiner certaines plantes.
L'abeille domestique, vous voyez que comme elle est généraliste, elle va donc butiner 2 plantes et elle va être du coup en compétition indirecte avec toutes les espèces, tous les individus qui viennent sur ces fleurs. Et bien évidemment, sur les fleurs qui ne sont pas visitées par l'abeille domestique, on n'aura pas de compétition indirecte. Les conséquences potentielles liées à la diminution des ressources sur les abeilles sauvages, on va avoir notamment une diminution du nombre de visites des abeilles sauvages, un temps de collecte de ressources rurales qui va être augmenté, qui va pouvoir en fait laisser la possibilité à certains parasites de venir pondre dans le nid des abeilles sauvages. On va également, lorsqu'il y a une diminution des ressources, avoir en fait une production de mâles qui est plus importante, c'est-à-dire que les abeilles sauvages ont la capacité de choisir ou non si elles veulent féconder leurs œufs. Et donc, lorsque le milieu dans lequel elles évoluent n'est pas trop favorable et qu'il y a une diminution des ressources, elles vont avoir tendance à faire des mâles pour pouvoir faire en sorte que la génération d'après puisse aller plus loin et chercher d'autres zones qui sont potentiellement plus favorables. Et puis, on a également, lié à la diminution des ressources, une diminution de la taille des individus, c'est-à-dire que plus les individus vont être petits, plus c'est pareil, ils vont avoir du mal à se reproduire, ce qui peut avoir des conséquences sur les populations de pollinisateurs. Et donc, face à l'engouement qu'il y a eu autour de l'apiculture, il y a un questionnement autour de tout ce qui est installation massive d'abeilles, que ce soit en milieu agricole, en ville et en aire protégée. Sauf que au sein des aires protégées, il faut à la fois concilier les pratiques apicoles, puisqu'il y a des réserves et des parcs des aires protégées qui ont traditionnellement eu ces activités sur leur territoire, avec la préservation des abeilles sauvages. Et donc, depuis ces dernières années, on a plusieurs publications qui se posent la question de savoir si l'abeille domestique, quel est l'effet de l'abeille domestique sur ces territoires. Donc, on a notamment est-ce que la conservation des abeilles n'aide pas la biodiversité? On a des effets collatéraux de l'apiculture. Quel est l'impact sur les ressources en nectar et les communautés d'abeilles? Et puis ici, une publication sur le fait que les abeilles vont modifier la structure et la fonctionnalité des réseaux plantes-pollinisateurs. En France, du coup, on a commencé à travailler sur ce sujet d'abord en milieu urbain. Donc, c'était à Paris en 2015-2016, où j'ai réalisé donc un des inventaires dans Paris intramuros, où la densité de ruches à cette époque-là était environ de 7 ruches par kilomètre carré. Et donc, autour de ces 7 sites que vous avez sur la gauche, on a regardé à quel point les visites étaient impactées par le nombre de colonies chez les abeilles. Et donc, on s'est aperçu que c'était plutôt les grandes abeilles solitaires qui étaient impactées par le nombre de colonies dans un rayon de 500 mètres, et les bourdons qui, eux, étaient donc impactés avec une diminution du taux de visite par rapport au nombre de colonies qu'il y avait à 1000 mètres. Ensuite est venu les travaux de recherche qui ont été menés à la Côte Bleue. Donc, la Côte Bleue, c'est au nord de Marseille. Et donc, c'est une activité très importante de transhumance, avec des ruchers qui sont assez conséquents, donc environ une 50aine de ruches, voire 100 ruches au même endroit. Et donc, c'est des collègues de l'INRA d'Avignon, Michael Henry et Guy Rodet, qui ont travaillé à regarder à distance des ruchers qui étaient installés, le contenu en nectar que pouvaient recracher les abeilles. Donc, si vous avez une image d'abeilles où ils ont appuyé les abeilles sont endormies, ils appuient sur l'abdomen, ça leur fait recracher le contenu du jabot qu'ils avaient. Et ils ont regardé à distance plus ou moins éloignée du rucher comment se comportait ce contenu du jabot.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que plus la distance au rucher le plus proche était grande, plus on retrouvait d'abeilles sauvages et elles avaient plus des pollinisateurs et que les premières abeilles exclues, c'était là encore une fois les grandes abeilles avec des arrêts de butinage sur par exemple le thym ou les espèces non abondantes et des diminutions de visites sur les espèces de plantes qui étaient largement dominantes dans le parc, que ce soit le romarin ou le cyste. Et donc là, encore une fois, on a retrouvé une exclusion des grandes abeilles sauvages et une diminution de leur taux de visite lorsque l'abeille domestique était présente. Je vais maintenant laisser Benoît parler. Oui, alors pour vous dire que donc ça, nous, quand on a lancé les études à Paris en 2016, on était parmi les premières équipes à s'intéresser à la compétition en travail sauvage d'abeilles domestiques. Il y avait eu des travaux préliminaires qui avaient été menés dans certains pays à partir des années 2000, mais on n'avait pas beaucoup d'infos, pas beaucoup de recul sur ces notions de compétition. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, on n'est plus les seuls zozos à avoir montré ça. Il y a dans le monde en fait énormément d'études. Il y a un corpus de littérature qui s'est formé autour de cette notion de compétition et qui devient très abondant, ce qui fait que cette année, vous voyez, en 2022, là, tout récemment, il y a eu une méta-analyse qui a été réalisée par une équipe de l'université d'Adélaïde en Australie, qui a compilé et étudié toutes les études qui avaient travaillé sur la compétition en travail sauvage à abeilles domestiques. Tu peux passer la diapo. Donc, vous voyez ici l'évolution du nombre d'études. À partir des années 2005, il y a vraiment une augmentation très rapide. Et on est vraiment dans une courbe exponentielle de cette étude de la compétition, ce qui fait qu'ils ont quand même regardé 2450 publics qui pouvaient s'intéresser à ces questions-là. Et ils en ont gardé 217 qui avaient effectivement testé ça de manière significative. Et sur ces 217 qu'ils ont gardés, ils ont trouvé principalement que les études s'intéressaient à la compétition apparente, c'est-à-dire au transfert de pathogènes. Pour l'extrême majorité, c'était sur le transfert de pathogènes. Et pour environ 20%, c'était également sur la compétition pour l'accès à la ressource. Et en 2017, il y avait une première méta-analyse qui avait été faite, qui avait trouvé 53% des études qui montraient un effet négatif des abeilles domestiques sur les abeilles sauvages. Et leur nouvelle méta-analyse de 2022 montre qu'il y a 66% des études qui montrent un effet négatif de la présence d'abeilles domestiques sur les abeilles sauvages. Donc, c'est-à-dire que pour 2 tiers des études scientifiques qui existent aujourd'hui au monde sur cette question-là, il y a quasiment une exhaustivité là, qui est présentée. Et ben, il y a un effet négatif. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une tendance qui est rare ou sur des phénomènes isolés à l'échelle mondiale. On est sur une tendance de fond. Quand il y a 2 tiers des études qui montrent les mêmes résultats, c'est quand même qu'on peut s'inquiéter. Et puis, ils ont creusé un petit peu plus ces questions-là. Ils sont allés regarder les effets sur la reproduction des abeilles sauvages. Alors là, il y a beaucoup moins d'études sur la reproduction des abeilles sauvages. Il n'y en avait en fait que 9. Et sur les 9 qui ont étudié sur la reproduction des abeilles sauvages, il y en a 8 qui montraient un déclin. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce chiffre de 78%. Il y en a 8 qui montraient un effet négatif sur le succès reproducteur, donc sur le nombre de larves et le nombre d'adultes d'abeilles sauvages qui émergeaient suite à la présence d'abeilles domestiques. Et puis, je me permets de vous montrer 2 résultats extrêmement récents. Une étude qui est sortie en avril de cette année, en avril 2022. Et j'ai beaucoup aimé cette étude parce que ici, ils ont fait de l'expérimental, c'est-à-dire qu'ils ont amené des ruches, ils ont amené des colonies sur le site, c'est-à-dire qu'ils ont observé leur site, leur réseau d'interaction, et puis ils ont amené une quantité importante de ruches, ils ont regardé comment ça changeait le réseau d'interaction. Et donc, ils ont comparé le réseau d'interaction avant et le réseau d'interaction après. Et ce qui montre, c'est exactement ce qu'on a montré dans le Parc national des Calanques, c'est exactement ce que Mickaël et Guy ont montré sur la côte bleue, c'est exactement c'est les abeilles de grande taille
les grandes abeilles sauvages subissent de plein fouet la compétition et sont vraiment limitées par la ressource présente, où les abeilles domestiques vont accaparer cette ressource et vont limiter les ressources pour les grandes abeilles sauvages. Et puis la deuxième étude que je voulais vous montrer, c'est une étude, alors là encore plus récente, elle date du 1er décembre 2022, donc là vous voyez qu'on est sur la grosse nouveauté. Et là, c'est des Américains qui ont travaillé et justement, ils sont partis un peu c'est pour ça que je voulais vous la montrer aujourd'hui, parce qu'ils sont partis du constat que vous avez tous, vous, air protégés, de la pression des beekeepers, des apiculteurs pour installer des ruches dans les parcs nationaux et dans les forêts protégées. On dit, mais il y a de plus en plus d'apiculteurs qui nous demandent quel est l'effet. Et donc, ils ont aussi utilisé vous voyez, experimental hive addition. Ils ont également augmenté le nombre de ruches de manière expérimentale. Et ils ont regardé l'effet sur la pollinisation d'une plante. Alors bon, on peut dire que ça, c'est limité. Sur la pollinisation d'une plante qui est Camassia quamash. Et donc, on va vous montrer les résultats. Donc déjà, exactement pareil que nous. Alors, je suis désolé pour la qualité, mais c'est un préprint. Donc, il y a marqué, vous voyez, ici, accepté d'article, parce que l'article n'a pas encore… Il est tellement récent qu'il n'a pas encore été mis en forme par la revue. Donc, voilà, il y a juste marqué accepté d'article sur le côté. Donc là, exactement pareil que nous, quand l'abondance d'abeilles domestiques augmente, et ben on a une diminution du taux de visite des abeilles sauvages, des abeilles natives. Mais ce qui était plus intéressant, c'est que non seulement les abeilles natives diminuent, mais en plus, vous voyez ici que le succès reproducteur de la plante en question, quand Apis mellifera était là, quand l'abeille domestique était là, et ben il est quasiment nul. C'est-à-dire que non seulement ça va faire fuir les abeilles sauvages, mais en plus, elle, fonctionnellement parlant, elle n'est pas capable de remplir le rôle de ces abeilles sauvages pour garantir le succès reproducteur de la plante modèle qu'ils ont étudiée. Donc là, on a vraiment une modification de la fonctionnalité de l'écosystème, c'est-à-dire avec non seulement on chasse les abeilles sauvages, mais en plus, le succès reproducteur des plantes natives n'est pas assuré. Donc, en résumé, voilà, on est aujourd'hui devant un corpus de la littérature qui semble tendre vers un effet significatif très important de la présence d'abeilles domestiques sur les abeilles sauvages. Alors, quand est-ce qu'on ne trouve pas de résultat? Qu'est-ce que sont ces 33% d'études où il n'y a pas de résultat? Eh bien, on ne peut pas vous garantir à tous les coups qu'il ne va pas y avoir de compétition. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des tendances pareilles de fond. Quand il y a moins de 3 ruches au kilomètre carré à l'échelle du paysage, quand il y a moins de 3 ruches au kilomètre carré à l'échelle du paysage, on n'a jamais trouvé de résultat significatif de compétition. Donc, on peut partir du principe, sans attention, hein, c'est une tendance, hein, on n'est pas sûr. Hein. On peut partir du principe que quand il y a moins de 3 ruches au kilomètre carré, eh ben, pas trop d'effet. Okay, typiquement, il y a une étude de McCune, qui a cité Lise tout à l'heure, où c'est à Montréal, où il y a une très faible densité d'abeilles domestiques à Montréal, et là, il n'y a aucun effet, tout va bien, les abeilles sauvages et les abeilles domestiques coexistent parfaitement. L'autre tendance de fond qu'on trouve, c'est que c'est systématiquement, c'est systématiquement les abeilles de grande taille qui sont affectées. Il semble que les abeilles de petite taille arrivent à se déplacer sur d'autres ressources ou ne partagent pas totalement les ressources avec les abeilles domestiques. Voilà ce que je veux dire. Je ne sais plus ce que je veux dire d'autre. J'avais une autre idée, mais voilà. Tu veux qu'on fasse une pause là, Lise, pour prendre des premières questions? Peut-être, ouais, je pense que ça peut être intéressant d'avoir vos réactions face à ça. Oui. Et la dernière chose, c'est sur la dépendance du contexte, c'est dépendant de la ressource florale. Et ça, on est très mauvais pour estimer la ressource florale. On a encore plein de progrès à faire là-dessus. Il y a d'ailleurs un programme financé par la GDR aussi, on fait de la pub à chaque fois, qui s'appelle Flower Power et qui cherche à estimer la ressource produite par plein de… D'ailleurs, il y a Anne-Laure qui est dans le chat, je l'ai vu tout à l'heure, qui pourra peut-être vous en parler, toucher deux mots, et qui notamment cherche à évaluer les ressources produites par les différentes ressources florales et les différents habitats, les différents écosystèmes. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse. Donc, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Et puis ensuite, on passera… Ouais. Il y a les Italiens qui travaillent justement là-dessus, à Bologne, Montegallone. Oui, bien sûr. Ils ont un volet de leur programme CARE qui est sur la quantification de la ressource. Okay. John Thompson qui nous signale des travaux italiens sur cette question de ressources florales. Et donc, maintenant, quand je vois, quand on me dit dans mon parc national, dans un parc national, j'entends que les abeilles domestiques font du bien à nos plats,
j'ai des données pour le dire à tout le monde. Exactement, exactement. Oui, Mathieu. Quand tu dis native, ça veut dire les sauvages. Ouais. Native, la production, c'est indigène. Hein. Ouais. La distinction, justement, de faire, c'est que l'Apis mellifera, elle est indigène en Europe, Absolument. Proche-Orient, en Amérique, les Amériques, en Australie, elle est complètement exotique. Ouais. Dans quelle mesure elle est naturalisée, évidemment. Mais ce n'est pas tout à fait la même problématique dans le domaine de l'abeille mellifère, qui est naturellement à l'origine, et un pays, c'est l'abeille mellifère. On est d'accord, et donc je répète pour tout le monde. Mathieu nous signale qu'effectivement, l'abeille domestique n'est pas native aux États-Unis et qu'elle est introduite et que probablement il y a des effets supplémentaires qui sont potentiellement différents en Europe où l'abeille domestique est native, bien sûr. Ouais. Tout est mélangé, c'est des études mondiales. Adrien? Il y a vraiment des populations sauvages d'Apis mellifera. Alors, Adrien pose la question, est-ce qu'il y a des populations sauvages d'Apis mellifera? La réponse est oui. Il y a des populations sauvages d'Apis mellifera. Il y a eu plusieurs travaux français qui ont été faits à ce sujet, notamment Fabrice Requier, Cédric Allot, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. J'oublie une Vincent Allouis, ouais, qui a travaillé aussi dessus, et qui ont montré effectivement il y a des populations sauvages d'Apis mellifera. Il n'y en a pas encore en Pologne, en Allemagne, dans les forêts. Il y en a à Groix, par exemple, hein, sur l'île de Groix. Un peu partout, c'est significatif, ou est-ce que c'est vraiment un effectif Il y en a un peu partout. De savoir si ce sont des populations férales ou des populations sauvages qui se reproduisent d'année en année, c'est plus difficile. On sait sur certains sites, par exemple à Groix, on sait que c'est des populations sauvages. Pour les autres sites, savoir si c'est des férales ou des sauvages, c'est compliqué à savoir. Oui, alors, de manière intéressante, à l'état sauvage, il me semble, si je ne dis pas de bêtises dans la publication de Fabrice, qui montre que c'est environ, Lise, tu peux me confirmer, peut-être que c'est une ruche au kilomètre carré, c'est ça en moyenne en Allemagne. Ouais. Ouais, c'est ça. En termes de colonie férale. Non, sauvage. Ouais, sauvage, elle se place effectivement à environ 1 km par ruche dans des forêts, 1 km par kilomètre, une ruche par kilomètre carré, pardon, dans les forêts polonaises. Guillaume. Oui, question encore. On passe aux questions en virtuel après, mais questions présentielles toujours. Sur la présenté le travail de l'histoire, est-ce qu'il y a des publications des résultats sur les autres pollinisateurs français, en particulier, et plus généralement sur l'impact sur la fonctionnalité en termes de reproduction des. Excellente question. Tu anticipes un peu. Donc, question d'Alexis Rondeau, est-ce qu'il existe de la compétition avec les autres pollinateurs que les abeilles sauvages? C'est une excellente question. Il se trouve que Fabrice Requier est en train de faire une revue de la littérature dans le cadre de son projet COPOL sur cette question-là, porté par Lise notamment et par quelques-uns d'entre nous. Oui, il y a des publis. Il y a des effets notamment sur les coléoptères qui sont identifiés. Il y a des effets sur les cirques, mais la littérature est beaucoup plus parcellaire. Beaucoup plus parcellaire. Il y a un énorme travail à faire sur ces questions-là. Voilà. Et sur la fonction de pollinisation, alors là, pas la moindre idée, pour le coup. Alors Bernard, tu voulais parler en vocal? Je ne sais pas si vous m'entendez là. Je voulais simplement vous donner deux références qui ne sont pas moins récentes. Je suis désolé que tu as publié dans Ecology, mais il y a tous les travaux de Hargreaves, Lawrence Harder et Hargreaves, qui ont publié en 2009 et 2010 sur le fait que les abeilles domestiques peuvent vraiment être they really reduce the reproductive success of a hermaphrodite plant. Et aussi la revue Biblio qu'avait fait justement Hargreaves sur le consumptive
Emasculation, the Ecological and Evolutionary Consequences of Pollen Theft, qui est toute concentrée justement sur le fait que les abeilles domestiques consomment des quantités considérables de pollen avec une efficacité pollinisatrice faible. Oui, tout Parlons à fait. peu de l'activité pollinisatrice des abeilles domestiques, mais je pense qu'il faut vraiment le mettre en évidence que les abeilles sauvages, leur intérêt principal, leur intérêt vraiment, c'est que d'un point de vue pollinisation, elles sont sans égal par rapport aux abeilles domestiques en particulier, quoi. Ouais, tu as tout à fait raison. C'est effectivement une conséquence dont on n'a pas parlé là, dans la production avec Lise, mais l'impact sur les réseaux de pollinisation et sur la fonction de pollinisation est tout à fait importante. Il y a plein d'études là-dessus qui montrent qu'elles sont moins efficaces, les abeilles domestiques, que les abeilles sauvages pour la reproduction des plantes à fleurs. Et d'autres études qui montrent également qu'elles vont se focaliser sur certaines espèces qui peuvent elles-mêmes être exotiques et donc favoriser la reproduction des espèces de plantes exotiques et donc leur invasion biologique dans certains milieux. Oui. L'impact négatif sur la reproduction des plantes, est-ce que c'est quelque chose de généralisé? Est-ce que certaines plantes sont plus sensibles? Ouais, je ne sais pas te dire ça. Je ne sais pas te dire ça. Parce que là, je sais que c'est le rapport botanique qui m'a souvent sollicité sur la question de la texte sur la question. Ouais. Ils voient leur population aussi d'espèces de certaines plantes qui dépassent. Et ils se posaient la question, justement, est-ce que ça ne se fait pas en lien avec le déclin des pollinisateurs, complètement? C'est la première idée, en fait. Moi, si je peux ajouter un élément de réponse sur ça, ça a été montré notamment sur le cassis dans les plaines à Dijon. En fait, ils ont rajouté des pollinisateurs et en fait, le succès reproducteur et la production de cassis a vraiment augmenté. Alors certes, c'est pas une plante sauvage, mais effectivement, de manière générale, il y a eu une diminution des populations de pollinisateurs et donc sûrement des diminutions de reproduction et de rendement qui sont liées à cela, quoi. Et remettre des abeilles domestiques ne va pas forcément pallier à ça. Pardon, excuse-moi. Et juste aussi, donc bien comprendre si les abeilles domestiques sont en compétition avec des abeilles sauvages qui sont oligolétiques. Évidemment que les chasses, c'est les oligolétiques là, les plantes pollinisent de façon spécialisée, mais vont plus les polliniser. Ça, c'est aussi la conséquence. On n'entend plus rien. Ouais, on n'entend pas bien. Si vous pouvez essayer de parler. Pas coller le micro. Quand les abeilles domestiques impactent des oligolétiques, ce que polliniser des oligolétiques ne sera plus pollinisé. Ça dépend, parce que tu as des polynétiques qui vont peut-être aller sur la campagne. Aussi, mais ça, du coup, l'impact il est de savoir si celles qui viennent, qui viennent sur ces plantes, est-ce qu'elles sont impactées par les abeilles ou pas. Est-ce qu'elles sont efficaces? Il y a moins de redondance fonctionnelle. Et du coup, ça vaut le coup, je ne sais pas si on peut dire. Je vais répéter. Quand on fait les prestations d'inventaire des abeilles, ça vaut le coup de bien préciser et de demander spécifiquement d'avoir, en plus de la liste des abeilles, d'avoir comment on appelle ça, le graphe où on a les relations les traits, oui, les réseaux. Et je sais que moi, par exemple, quand on a fait l'étude les 2 dernières années, je leur pointais, en fait, il y a certaines espèces de fleurs, je sais que voilà, on a des enjeux au niveau de la réserve qui sont vraiment majeurs, et sachant que c'était potentiellement nectarifère, je leur ai demandé d'aller spécifiquement sur tel et tel type de fleurs pour essayer d'avoir un petit peu d'étude. Alors, le problème, c'est que quand on a un inventaire, on a une vision complète de toutes les relations entre toutes les plantes et toutes les abeilles, mais il y a aussi un intérêt au niveau des aires protégées, parce que nous, on a des enjeux de préservation qui sont un peu globaux. On veut protéger les abeilles, on veut protéger les plantes, on veut protéger les coléos. Enfin, comme on veut tout protéger, les interactions entre les deux, ça coche dans les enjeux à la fois entomologiques et botaniques. Oui, Adrien qui souligne l'importance de prendre en compte les réseaux d'interaction plantes pollinisateurs lorsque les réserves naturelles et les parcs naturels régionaux et parcs nationaux font des inventaires.
C'est Mathieu qui va pas nous aimer après. Parce que du coup, en fait, il faut après avoir des experts qui sont capables de déterminer les abeilles et les plantes. Ouais. Du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est évident non plus, quoi. Une question au fond? Ouais. Historiquement, du coup, l'abeille mellifère, elle est censée polliniser quelle plante? Alors, l'abeille mellifère, elle est domestiquée depuis 4000 ans environ. Et elle est très généraliste. Elle a été, une des raisons pour lesquelles elle a été son succès de domestication, c'est qu'elle est très généraliste. Elle visite une grande quantité de plantes. Et ce qui a été sélectionné chez elle, au fur et à mesure des échanges, etc., c'est sa capacité à stocker une grande quantité de ressources. C'est-à-dire stocker une grande quantité de pollen et stocker une grande quantité de nectar. Donc, ce qui est favorisé chez elle comme trait, c'est la capacité à ne pas en laisser partout, pas en foutre partout, le pollen. Les abeilles sauvages, quand elles vont butiner, elles mettent du pollen un peu partout. Les abeilles domestiques, elles sont très précautionneuses. Elles mettent bien tout dans une pelote sur la patte et elles ramènent bien tout ce qu'elles ont pris à la ruche. Et donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas très efficaces. Et puis, l'autre chose, et ça, Bernard pourrait en parler, c'est le pouvoir germinatif du grain de pollen dans le style. Et a priori serait limité par des enzymes, enfin par les micro-organismes qui sont contenus dans la salive des abeilles domestiques, vont empêcher le grain de pollen de germer dans le style et d'apporter les spermatozoïdes à l'ovule. C'est ça, Bernard, hein? Oui, je suis d'accord, hein. Ça a été montré à plusieurs reprises maintenant depuis, hein. Ouais. C'est quand même étrange que cette abeille, quand même, et là, qui est antigène, sa fonction non plus écologique, quelque part, on a du mal à comprendre qu'une espèce, plus parfaite que les autres, en dehors du contexte de surpopulation, de sélection, Alors, etc. toute proportion gardée, hein. C'est pas l'espèce qui fout le bazar, c'est la surdensité d'espèces qui fout le bazar. L'espèce, elle y est pour rien, pour le coup. Le rôle de réciter les abeilles sauvages, on apprend l'équivalent d'une ruche de kilomètre carré. Qu'est-ce qu'elles font dans ce cas-là? Sur quelle fleur elles travaillent préférentiellement et pourquoi elles n'augmentent pas puisqu'elles ont des capacités à aller féconder toutes, elles ont ces capacités à stocker, etc. Pourquoi en milieu naturel, elles vont être limitées à l'équivalent d'une ruche kilomètre carré? Moi, j'ai un problème oui, quel est leur rôle fondamental? Parce que peut-être ça nous aiderait à. Oui, le rôle fondamental. Ouais, vas-y, Maryse. Non, mais à l'heure actuelle, il faut bien se rendre compte. Il y a Maryse qui voulait prendre la parole. Pardon, je suis désolée. Le sauvage est augmentant en termes de pollinisation. C'est quelque chose qui a été montré en fait. Oui. Montré avec positif. Ouais, parce que le fait que ça crée de la compétition, justement, on a remarqué. Sur les cultures, ouais. Du point de vue de la pollinisation par les abeilles sauvages, ça avait un effet stimulant, s'il n'y a pas de surdensité en tout cas. Et puis surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà de ça, même si elle est présente en même temps que certaines espèces sauvages, elle a des traits écologiques qui sont quand même très différents, ce qui fait que finalement, son rôle, il ne faut pas seulement le voir à un moment donné. Elle est présente pendant toute l'année, elle a une activité, une vie sociale qui fait qu'elle n'est pas susceptible aux mêmes facteurs, et donc elle peut rester active quand il y a certaines contraintes environnementales, alors que les espèces solitaires… Elle butine à 10 degrés. Elle butine à 10 degrés de température. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est pas, justement, le souci, c'est pas tout le temps voir cette espèce de compétition, mais bien aussi que quand c'est bien, c'est pas surdensifié, etc., absolument. il y a vraiment une complémentarité. Absolument. Parce qu'elle a une place qu'elle occupe, qui est particulière du fait qu'elle a vraiment une combinaison de traits écologiques qu'on ne retrouve pas chez les abeilles solitaires, de par sa socialité, de par son activité et sa phénologie, qui fait qu'elle est quand même présente une bonne partie de l'année. Et puis surtout de par ce fait qu'elle crée effectivement de la compétition, mais qui peut aussi avoir un effet bénéfique sur la pollinisation en tant que telle, parce que ça va justement stimuler l'activité des abeilles sauvages. Oui. Et tout ça, c'est quelque chose qui est… Absolument. Ouais.
Après, moi, si je peux compléter peut-être pour qu'on se rende bien compte des choses, c'est qu'à l'heure actuelle, la densité de ruches qu'on a sur les territoires, elle est totalement liée à l'homme, en fait. Elle est plus liée, enfin, il n'y a plus de processus naturel. Donc, forcément, on va voir cette compétition parce qu'on a de la densité et des colonies qui sont en très grand nombre. Et je rejoins Maryse, du coup, sur le fait qu'effectivement, à densité plus faible, il n'y aurait pas cette question de compétition, en fait. Maryse, Anne-Laure, pardon, est-ce que tu veux parler de Flower Power du coup rapidement, et puis on va passer aux questions du chat ensuite? Il n'a pas son micro ouvert, non. Anne-Laure? Bon, dû couper peut-être. Il y a On va plein de passer questions dans le chat. Ok. Alors, vas-y. Connaissez-vous en dehors des cirques s'il existe des études des modes de conduite des peuplements en forêt sur les populations d'abeilles forestières? Quelqu'un peut y répondre? Oui, il y a des études qui sont en cours, notamment l'équipe de Toulouse, Rémi Petit. Il y a des études qui sont en cours, notamment pour regarder du coup précisément les abeilles forestières, quelles espèces elles vont venir butiner, etc. Mais il me semble que c'est en cours. Comprend-on pourquoi ce sont les grandes abeilles sauvages qui sont majoritairement impactées? Vas-y, Lisa. Bah, du coup, en fait, les grandes abeilles sauvages, elles vont être plus impactées justement parce qu'elles vont avoir des exigences écologiques plus proches de l'abeille domestique. Elles vont partager en fait les mêmes ressources en premier, contrairement à des espèces plus petites qui vont peut-être être sur des espèces moins dominantes dans le paysage et des espèces plus particulières, quoi. Donc les grandes abeilles sauvages, elles ont des exigences similaires, enfin plus proches de l'abeille domestique que les petites, ce qui explique pourquoi on voit en priorité cette exclusion et en premier lieu cette exclusion des grandes abeilles. Et justement, sur ce point, est-ce que quand on montre la compétition entre grandes abeilles et abeilles domestiques, est-ce que ça sujette aussi la compétition à ce niveau-là entre abeilles domestiques? Oui, bien sûr, évidemment. Oui. Et ça, c'est trop sous-estimé aussi. C'est pas sous-estimé aussi. En fait, oui, un des travaux qu'on ne vous a pas présenté, c'est aussi lié à la recherche de Michael et Guy. Le premier indicateur, c'est d'avoir aussi des compétitions entre abeilles domestiques, du coup, de plusieurs ruchers. Et du coup, les apiculteurs voient en fait le rendement diminuer s'il y a une augmentation de ruches sur le territoire. Et ce qui a été notamment montré à Paris, ils ont augmenté le nombre de ruches, ils sont autour de 1000 ruches, voire plus à Paris. Et le rendement par ruche, en fait, a diminué de 50 kilos en moyenne à 20 kilos. Donc ça, c'est un des premiers points pour savoir s'il y a compétition ou pas, c'est de voir le rendement des apiculteurs et de voir son évolution au cours du temps et de peut-être regarder si plus ils mettent de ruches sur le territoire, moins il y a de stockage de miel efficace, quoi. Après, le problème, c'est que c'est concomitant avec d'autres facteurs comme le réchauffement climatique qui vont diminuer en fait les quantités de nectar, notamment, et de pollen. Oui, après, avec toujours cette question de l'optimisation, de la maximisation. C'est-à-dire que en optimisant les ruches, les abeilles vont à 1 kilomètre autour de leur ruche. Et donc, les rapports sont fatigués, on va dire. Mais si on force le trait et si on augmente encore le nombre de ruches, alors à ce moment-là, les abeilles vont devoir aller plus loin, donc elles vont augmenter leur compétition et leur compétition entre elles aussi, entre ruches. Globalement, peut-être que la somme totale du miel produit sera un peu plus élevée, mais le niveau de compétition il sera encore plus fort. Là, c'est vraiment une exclusion forte. Je pense que c'est une des raisons de la compétition avec les grandes abeilles, c'est que les grandes abeilles sont capables d'aller autre part. Elles peuvent bouger parce qu'elles ont une capacité de vol importante. Les petites abeilles, elles sont là, elles ne peuvent pas aller plus loin, donc elles restent là et prennent ce qui reste. Pouvez-vous définir la notion de grande abeille? Oui, grande abeille, c'est égal ou supérieur à abeille domestique. En termes de taille. En termes de taille. C'est-à-dire qu'une abeille domestique, 11 mm, elle fait une abeille domestique, une ouvrière, elle fait entre 1 cm et 1 cm et 2 mm. Du coup, dans tout ce qui est grande abeille sauvage, c'est ce qui va être supérieur à 1 cm à 1,2 cm.
Ça, c'est une très bonne question, Rémi. En plus d'une préconisation de densité, faut-il une préconisation de distance entre les ruches? Oui. Donc ça, c'est aussi… On en parle juste après. Comment? On vous en parle juste après. Ouais. C'est aussi des travaux de Mickaël et de Guy, et on vous en parle juste après, effectivement. Ouais. Par rapport à cette question-là, c'est évidemment lié aussi à la ressource alimentaire. Oui, de la même manière, bien sûr. Il n'y a pas de réponse. Si, il y a des réponses il y a des réponses moyennes, pareil, sur l'ensemble des études que tu… On se souvient des grandes heures, c'est bien compris, de l'agriculture quand on était du colza partout en France. En termes de diversité d'abeilles sauvages, c'était pas terrible. Il y en a quelques-unes, mais effectivement. Je lis les remarques. Ah oui, sur les sous-espèces d'abeilles. On n'a pas de recul sur les différences de sous-espèces d'abeilles sur cette question de compétition. On ne peut pas vous répondre. Non, mais en fait, globalement, de toute façon, il y a, quelle que soit la variété de l'abeille domestique, a priori, il n'y a pas de grosses différences. En fait, dans le parc national des Calanques, pour vous donner un exemple, j'ai 3 ou 4 sous-espèces qui sont présentes, mais en fait, il n'y a pas la possibilité, et les apiculteurs ne sont même pas au courant de ce qu'ils ont dans leur ruche. Donc, on ne peut pas travailler à l'échelle des sous-espèces, et globalement, elles ont le même comportement qui est de stocker en fait du nectar pour produire du miel et de prendre une grosse quantité du coup de ressources dans le milieu. Donc, c'est pas forcément des buckfast, moi, dans les calanques, et principalement parce que du coup, le milieu est sec et aride. C'est plutôt des sous-espèces qui sont issues de croisements avec de colonies du nord de l'Afrique qui sont justement adaptées à des milieux plus secs. Donc, je pense pas que suivant la variété, suivant la sous-espèce, on ait des grosses différences. En fait, c'est plutôt là, on est plutôt sur l'effet de quantité de colonies. Sur cette idée des variétés, il n'y a aucun élément scientifique actuel sur la question, mais je me posais la question avec l'arrivée du frelon à pattes jaunes. Ouais, frelon à pattes jaunes, on parle. Il y a eu un impact sur les abeilles sauvages. Ça a eu un impact quand même sur les ruchers. Ouais. Et je me demande s'il n'y a pas eu une sorte de sélection naturelle sur les variétés d'abeilles domestiques utilisées. Non. Et notamment sur l'impression que j'avais au début de l'invasion du frelon, c'était que, en gros, les variétés sélectionnées en France étaient assez sensibles au frelon asiatique, étaient plutôt celles qui étaient très productives et peu agressives, et que celles qui résistaient mieux étaient plutôt les variétés domestiques, moins populeuses et moins productives. Est-ce qu'on observe une évolution en fait, finalement, des variétés utilisées dans le monde agricole? Alors, la question, c'est est-ce que le frelon asiatique a affecté les variétés utilisées par les apiculteurs en apiculture? Je peux répondre. En fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, alors je fais pas une généralité parce que je pense qu'il y a autant d'apiculteurs qui ont des pratiques totalement différentes, mais il faut bien se rendre compte que les reines sont généralement achetées, en fait. Et donc, du coup, elles sont importées avec différents critères. C'est des reines qui sont sélectionnées justement pour être plus douces, très productives, avoir la possibilité de nettoyer si jamais il y a une contamination au varroa. Donc, a priori, pour l'instant, il y a pas d'évolution liée au frelon asiatique, en tout cas. Il y a la majorité du cheptel agricole est quand même liée à de l'importation et du commerce, en fait, de rennes. Ouais, petite anecdote, quand on avait fait une étude sur l'utilisation des sous-espèces d'abeilles domestiques chez les apiculteurs, et la plupart nous déclaraient utiliser la sous-espèce native Apis mellifera mellifera. Et il se trouve qu'en fait, on a fait un petit test
On a utilisé le logiciel Apiclass, donc avec les points d'intersection des nervures des ailes, ça nous donne une origine de l'abeille et les variétés en fait des abeilles, les sous-espèces. Et en fait, les apiculteurs nous avaient dit qu'ils avaient de l'abeille noire, mais en fait, nous, ce qu'on voyait, c'était que c'était la sous-espèce nord-africaine qui était dominante sur le parc des Calanques. Et extrêmement majoritairement des hybrides. Ouais, et extrêmement majoritairement des hybrides en fait, c'est-à-dire qu'il y a un mixage génétique qui est utilisé par les apiculteurs dont ils sont même pas au courant. Enfin, c'est juste, voilà, enfin, on ne sait pas ce qu'on a dans les ruches à l'heure actuelle et il y a des logiciels qui permettent donc de pouvoir essayer des analyses génétiques, de pouvoir trouver ces sous-espèces. Mais effectivement, il y a eu pas mal de croisements, comme c'est une espèce domestique. Il y a eu pas mal de croisements à visée productive et à visée, comment dire, de caractère en fait qui arrange l'être humain. Et donc du coup, actuellement, il y a très peu de personnes qui savent vraiment ce qu'ils ont dans leur ruche, quoi. Et ça a été assez nouveau au sein du parc de voir ça, quoi. Mais je pense que c'est à l'heure actuelle le cas dans toutes excepté peut-être les conservatoires des abeilles noires qui, eux, du coup, font des tests génétiques sur ces points-là. Un apiculteur amateur, il va commander du coup ses reines et ne pas savoir de quelle sous-espèce elle est, quoi. Nora, est-ce que tu es de retour pour présenter Flower Power succinctement? Je suis là. Oui, coucou. Je veux bien répondre à beaucoup de choses. Donc, oui, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Parce que. Flower Power et comment ça peut aider à estimer les ressources. Oui, c'est ça. Pour les- Donc, oui, le projet Flower Power du GDR, c'est ça. On est occupé depuis, je dirais, en Belgique depuis 2019 et globalement depuis 2021. Je sais pas si vous voyez. On est assez performant là-dedans, donc on a des tas de sites plutôt et on travaille à l'échelle du paysage et dans des paysages agricoles, puisqu'il y avait une question sur est-ce que vous prenez des paysages urbains? Et donc, oui, on relève toutes les espèces florales, on quantifie leurs ressources en pollen surtout, et quand on peut en nectar. Avec Mathilde Baude, on essaye de faire un répertoire complet, par exemple, sur ce qui se dit ailleurs, ou ce qui se publie sur, par exemple, le nectar. En pollen, il y a quand même pas mal. D'ailleurs, je remercie tous les labos qui participent à nous récolter du pollen pour les analyses chimiques. Et donc, on essaie de faire le lien entre ce qui est présent, en quelle quantité, quelle est la composition chimique en éléments nutritionnels pour les abeilles en général, qu'elles soient mellifères, domestiques ou sauvages. Et donc, c'est les acides aminés, les polypeptides, les stérols et les lipides totaux, ce qui demande une certaine quantité de pollen, et on progresse lentement mais sûrement sur les analyses chimiques, ce qui va nous permettre un petit peu de voir quelles sont les espèces à privilégier, et donc y compris quand on fait de la gestion en réserve naturelle ou en parcs nationaux, puisque le sujet du jour est sur les parcs nationaux. Mais donc, oui, on avance là-dessus. Il va y avoir des projets de wallons et bruxellois, parce que voilà, en Belgique, tout est un peu compliqué, mais on va progresser justement sur la comparaison à l'échelle de paysage, en rentrant dans les forêts, en rentrant dans les réserves ou des parcs naturels,
Et c'est ce que je mettais dans le chat. Je pense que la Belgique est un pays très anthropisé, donc peut-être qu'éventuellement en France, vous pouvez avoir encore des espaces où il n'y a pas d'abeilles domestiques, mais À ma c'est sûr connaissance. que Si, je suis depuis un certain temps Lise et sa thèse dans les calanques. Et voilà, en tout cas, les seuls endroits depuis le temps qu'on étudie ce souci, Bernard, d'ailleurs bonjour à tout le monde, Bernard le sait bien aussi, quand les seules fois où on a tenté d'aller étudier par exemple des landes et d'être sûr qu'il n'y avait pas de ruches à proximité, on a été sur des îles. Oui. Des îles anglo-normandes ou des choses comme ça, parce que d'office, il y a de la ruche partout. L'autre, bon, ça, de toute façon, vous vous en fichez puisque vous êtes tous français, mais vous avez quand même tous les... Voilà, il y a un secteur d'apiculteurs professionnels. En Belgique, il n'y a pas de professionnels. Globalement, ce ne sont que des amateurs. Et donc, il est encore plus difficile d'obtenir des chiffres sur le nombre de ruches, où sont les ruches, combien d'individus par ruche. Et bien entendu, chaque fois qu'on va sur le terrain, les ruches sont posées pile à la limite d'une réserve. Donc vraiment contre, juste, mais vraiment contre la haie, quoi, contre le petit chemin qui conduit à la zone naturelle, puisque c'est le seul endroit où il va y avoir des fleurs. Il faut préciser qu'en Belgique, du coup, il y a une interdiction du coup des ruches dans les réserves. Oui, donc comme on ne peut pas mettre dans la réserve, eh ben, Ouais. c'est très sympa, on les met juste à 1 mètre. Bon, et Apis ne va pas s'arrêter au mètre qui la sépare de la réserve. Donc voilà, ça c'est un premier souci. Je ne sais plus. Alors, il y a Adrien, Oui. je crois, qui voulait intervenir. Ouais. Oui, mais autrement, ne vous inquiétez pas, je dois encore corriger beaucoup de rapports. Donc, C'était une question réglementaire. C'est-à-dire que ce problème-là, il est flagrant, frappant, et quand on s'intéresse aux abeilles et à la problématique de la compétition dans le cadre des réserves, le rayon d'action de 1 km, 2 km d'une ruche, c'est vraiment un problème. Oui. Et je me posais la question d'un point de vue réglementaire, c'est-à-dire que dans tous les décrets réserves, on a un article qui dit qu'il est interdit d'introduire sur la réserve des espèces. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, on ne pourrait pas considérer que de poser une ruche en bordure extérieure de réserve... Ça a été suggéré dans le chat aussi. Ouais, ça a été suggéré dans le chat avec une proposition d'un rayon de 3 km. C'est ce qu'on avait... bonjour Adrien. C'est ce qu'on avait préconisé au Conseil conservation de la nature en disant qu'il fallait faire une zone tampon autour de chaque réserve et qu'on ne pouvait pas poser de ruches à moins de... Bon, on avait dit 1 kilomètre, hein, parce que... Et déjà comme ça, bon, la Belgique est petite, vous savez, c'était impossible. Et ce n'est pas passé... Enfin, ça a été soi-disant mis dans les lois, mais dans les faits, ça ne se réalise pas parce que... Comment je dire, c'est... De ça, c'est que Pratiquement, si on met ne fût-ce que 1 kilomètre de rayon autour de chaque micro-réserve ou parc, ben, il n'y a plus grand-chose. On va enchaîner sur les questions en présentiel, Anne-Laure. Et puis, on a aussi une question dans le chat sur les arbres. Oui, tu voulais finir, Adrien, vas-y. Il y avait juste l'échelle d'après sur la problématique juridique. Ouais. C'est le statut d'espèces domestiques, d'espèces sauvages, parce que pour les réserves, il y a aussi une différenciation entre l'introduction d'espèces domestiques et l'introduction d'espèces sauvages. Ouais. Et puis, oui, il y a le côté intentionnel, le côté celui qui va vraiment se mettre en bordure. On peut dire qu'effectivement, il a fait exprès et c'est bien sur la réserve, ouais. Mais c'est toujours des flous artistiques et juridiques
qui sont un petit peu difficiles à gérer. La Oui, question oui. de... Oui, de- si je peux juste, et comme ça après je vous fous la paix, c'est simplement, je pense qu'il faut aussi chaque fois discuter parce que sur le chat, il y a eu le nombre d'espèces visitées par les abeilles, parce que je disais au départ, elles vont, puisqu'il y a beaucoup d'individus par ruche, elles vont surtout sur les mass flowering, donc sur des espèces qui vont présenter beaucoup de fleurs et beaucoup de ressources. Elles ne s'amusent pas à les visiter une petite fleur sauvage perdue au milieu d'un champ. Donc, oui, on peut enregistrer des abeilles apis sur un certain nombre d'espèces. Elles sont souvent tout à fait inutiles pour la pollinisation, et j'ai réagi aussi dans le chat, par exemple, elles ne savent pas buzzer, donc elles ne savent pas faire vibrer une fleur. Donc ça, c'est déjà un problème pour tout ce qui est, par exemple, éricacées, une série de plantes, elles ne vont pas polliniser, elles vont juste chercher le nectar. L'autre chose, et dont on ne s'occupe pas assez, c'est l'adéquation entre les longueurs de proboscis, de langue, si vous voulez, puisque l'abeille a quand même une langue courte, enfin l'abeille, je veux dire, l'abeille mellifère, domestique, et les autres. Et donc, il y a une série de plantes qui disparaissent des paysages, que ce soit en réserve ou en paysage agricole, dont les favacées, etc., qui ont des corolles profondes. Et toutes ces plantes-là ne seront jamais pollinisées par l'abeille domestique. Donc, la disparition d'abeilles de grande taille, comme on dit, donc, soit les grosses abeilles solitaires, soit les bourdons, mais les bourdons aussi ont une certaine diversité avec des tailles de langue, de proboscis différentes. Et ça, il y a pas grand monde qui s'en occupe. Donc, les Allemands sont très en avance, les Autrichiens, les Anglais, et franchement, il faut qu'on avance un peu vite. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'on est en avance sur ce genre de problématique. Ouais. Voilà. Après, voilà. Merci Anne-Laure. Je me tais à tout jamais. Mais quand même, je pense qu'il faut tenir compte de tous les aspects, comme disait un peu Adrien, d'un réseau, quoi. Qui vient sur quoi, qu'est-ce qui est efficace, où va-t-on et comment peut-on alors favoriser par les mesures agri-environnementales ou par la gestion dans des réserves, comment peut-on favoriser des espèces végétales qui vont permettre le développement, que ce soit de cirques, de papillons ou de toutes sortes d'abeilles sauvages. Merci. Voilà, c'était un discours très, très scientifico-politique. Des intervenants de Eric Imbert, c'est pas ma voix naturelle, des problèmes en ce moment. Je suis accessoirement vice-président du CSAPL Occitanie, de ces questions de réserve, nous occupe beaucoup. Je ne suis pas un grand spécialiste de la législation, il y a des gens de réserve naturelle de France qui ont peut-être des informations pertinentes à donner, mais sur d'abord l'introduction des abeilles dans les espaces protégés de façon générale. De toute façon, c'est une espèce cultivée, donc enfin domestiquée, cultivée. Donc il faut considérer ça comme toutes les autres espèces importées dans les réserves. Enfin, les espèces cultivées. C'est tout ce qui est utilisé pour naturel. Après, sur la définition des zones tampons, c'est un peu délicat, parce que ça veut dire que la réserve décide de ce qui se passe à l'extérieur de la réserve. Donc, je ne pense pas qu'en droit français, ça puisse exister. C'est-à-dire que vous avez le droit de décider dans le contexte du respect du droit de ce que vous plantez dans votre jardin, mais vous n'avez pas le droit de décider de ce que vous plantez dans le jardin du voisin. Donc là, je ne vois pas comment c'est compliqué, mais je ne vois pas comment on pourrait, dans le cadre des réglementations actuelles, en tout cas, dire que les agriculteurs ne peuvent pas s'installer à moins de plus de
Après, il existe des zones tampons pour les parcs nationaux. On peut peut-être imaginer des zones tampons pour les réserves. Ça nécessite, je suis d'accord avec toi, mais ça nécessite de passer par une convention avec les propriétaires terriens, avec une aire d'adhésion. Ça nécessite de changer quelque chose. Ouais, on est d'accord. D'accord. Dans les parcs nationaux, Je sais. Je sais. Après, ça peut être une incitation à, effectivement, c'est définir une aire d'adhésion aux réserves, mais pour l'instant, ma connaissance, ces aires d'adhésion avec les réserves n'existent pas. Alors, il y a des législations qui s'appliquent à tout ce qui concerne, par exemple, la circulation des produits chimiques. À partir du moment où il y a des aires protégées, des zones humides protégées, ça a des incidences sur le bassin versant. Donc, il y a des choses qui existent, mais pour l'instant, dans le cas qui nous préoccupe, il n'y a rien d'efficace. On nous pose la question sur est-ce qu'il pourrait y avoir un cahier des charges pour la marque Esprit Parc pour le miel. Et ben là je me retourne vers pour le coup l'OFB et Parcs nationaux de France. Je pense que ça peut être fait. Un cahier des charges pour les. Mais le truc c'est que de ce que j'en sais moi, c'est que les contextes des parcs nationaux sont tellement eux-mêmes différents qu'il est difficile de trouver une législation qui soit faite et qui soit transversale à tous les parcs nationaux. Il y a pour les parcs nationaux l'idée de solidarité écologique entre l'aide à l'adhésion et le territoire. C'est que pour toutes les communes qui signent la charte du parc, qui adhèrent au parc, ils adhèrent à ce principe de solidarité écologique avec une mission de protection dans le cadre. Mais bon, ça c'est nous qui le disent, c'était dans la législation. Ouais. Et puis, on nous signale aussi qu'il existe des périmètres de protection autour de certaines réserves nationales, 20 réserves. Donc, Après, si moi je peux compléter, comme j'ai travaillé avec le parc national des Calanques, il y a les possibilités en fait de jouer sur les règlements d'usage catégoriels, et ce qui donne notamment le label Esprit Parc. Et justement dans les Calanques, il était en question d'éviter de mettre des critères de supprimer les critères qui ne sont pas valables, notamment sur la provenance des abeilles domestiques. Donc on parlait de l'abeille noire, c'est un des critères, je crois, qui fait partie du RUC pour avoir la marque Esprit Parc sur le miel et les produits de la ruche. Et il était question, pour les spécificités du territoire, d'enlever certains critères. Mais ça, ce sont c'est pas des règlements, c'est de l'incitation plus. Oui, de toute façon, on n'est pas capable de savoir où elles sont. Et juste, je pense que sur ces histoires de tampons, ce serait bien, Bien ici. tout à l'heure, je sais pas forcément d'empêcher complètement les ruches, mais juste de les limiter. On disait qu'avec des faibles seuils, on n'avait pas forcément une compétition. Donc, déjà, socialement, je pense que ça ne marcherait pas trop, quoi. Déjà, en limite de cœur de parc, ça ne marche pas. Alors, en limite de réserve, pour le coup, il y en a beaucoup plus. Et donc, il y a beaucoup plus de réserves et donc beaucoup plus de cas, j'imagine, où il y a des ruches pas loin de réserve. Juste peut-être qu'un abaissement de la densité, oui, au seuil qu'on a évoqué tout à l'heure ou à d'autres, mais voilà, c'était juste une intervention là-dessus. Marie? Oui. Après, peut-être qu'on enchaînera sur... on va enchaîner après, mais juste Sur la loi, dans le cadre de la marque Esprit Parc national, on a un cahier des charges pour les produits de la ruche. On l'a rédigé en 2014-2015. À l'époque, on s'était posé beaucoup de questions autour de l'interaction entre les domestiques et les états sauvages. On manquait peut-être à l'époque un peu de recul et d'éléments vidéo. Donc, nous, pour l'instant, ça se traduit par 2 critères facultatifs. Un sur le nombre de ruches par emplacement et l'autre sur la distance entre ruchers. Les ruchers de l'agriculteur, ça peut effectivement aller voir s'il y a d'autres ruchers, d'autres agriculteurs, ça complexifie. Voilà, donc c'est des critères facultatifs, pour l'instant on n'a pas tout obligatoire, mais c'est effectivement des choses qu'on peut faire évoluer au fil du temps en fonction de l'avancée des connaissances et des contextes. On va avancer sur la suite des présentations. On va essayer d'aller rapidement sur la dernière partie.
Est-ce que vous revoyez mon écran? Oui. Ouais. Donc, du coup, moi, je vais commencer par vous reparler. Donc, il y a eu une première fausse bonne idée qui était d'installer des ruches partout. Donc, il y a eu une augmentation du nombre de ruches un peu partout. Ça, je passe. Je pense que c'est bon. Et donc, il y a eu une étude suite à l'étude qu'il y a eu à la Côte Bleue, il y a eu la possibilité d'essayer de limiter en fait la densité de ruches sur les territoires. Et donc ici, on retrouve en fait une des conclusions de l'article de Michael, qui est que en fonction de l'éloignement au rucher, on va avoir des zones plus ou moins impactées par la densité de compétition. Et en fait, les limitations qu'il propose dans son article, c'est donc sur les 600 premiers mètres, on va avoir une compétition très forte, notamment avec les abeilles sauvages. Également à 900 mètres, et puis une compétition plus atténuée, du coup, autour de 1100 mètres. Et donc, une des premières préconisations de gestion, dont l'objectif est de relâcher la pression de compétition sur les ressources, c'est donc on a commencé à en discuter, d'espacer les ruchers. Donc, je vous ai mis 3 scénarios possibles qu'ils ont présentés dans leur article. Donc, le premier, c'est un état qui est plutôt actuel, qui est à l'œuvre dans pas mal de réserves et parcs sans objectif de sauvegarde des abeilles sauvages. On a les ruchers qui sont disposés et qui englobe toute la surface du territoire. Donc, il y aurait la possibilité d'essayer d'espacer les ruchers ici pour laisser des zones en fait sans influence de l'abeille domestique, donc ici le KB. Et le KC, c'est ce dont on parlait un peu avec Anne-Laure, d'avoir peut-être des zones de conservation prioritaire qui peuvent être des habitats hébergeant certaines populations de plantes ou certains habitats propices aux pollinisateurs sauvages, une zone tampon dans laquelle il n'y aurait pas d'influence de l'abeille domestique, et ensuite d'avoir un maillage plus espacé du coup pour diminuer cette densité. Le truc, c'est que du coup, en gros, dans les aires protégées, à l'heure actuelle, on est globalement dans le cas A, si ce n'est que certains ruchers se recoupent en termes d'emprise sur le territoire. Donc moi, j'ai essayé d'appliquer, en fait, pour vous montrer concrètement ce que ça ferait sur le parc national, d'appliquer le cas B. Et donc, en fait, à l'échelle du parc national, donc on avait une trentaine de ruchers, des ruchers ou amateurs qui contiennent entre 1 et 10 ruches, ou des ruchers professionnels qui contiennent environ 50 ruches. Et donc, si on donne le rayon d'action des différents ruchers, on a 2 gros pôles en fait qui sont matérialisés sur le parc. Et ici, je préconise une distance avec une zone tampon d'1,8 km, ce qui permettrait de laisser 600 mètres de zone sans influence de l'abeille domestique. Ce qui fait que rien qu'en essayant d'avoir ce scénario avec une zone tampon d'1,8 km, il y aurait 13 ruchers à enlever sur la zone, et de déplacer les trois ruchers du coup que vous avez dans les emplacements matérialisés par des croix. Parce qu'il faut savoir que dans tous les territoires d'aires protégées, les apiculteurs sont conditionnés par le fait de pouvoir amener leur camion pour pouvoir déposer ces ruchers. Et donc, en étalant ces ruchers, ça voudrait dire donc éliminer donc 13 ruchers. Et ici, vous voyez que même si on fait ça, il y aurait peu de zones finalement sans l'influence de l'abeille domestique. Un des deuxièmes leviers dont on a discuté également, c'est de diminuer donc la densité de ruches au kilomètre carré. Donc, sur le territoire du parc, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait environ 5 colonies par kilomètre carré, donc en 2018. Et on a suivi la production hebdomadaire de miel et de ressources florales. Donc, les ressources florales majoritaires, le thym, le romarin et le cyste. Et on a regardé cette production de sucre lié au nectar qui est en vert, la production de pollen qui est ici en jaune, et la teneur en sucre de la production estimée pour les 450 colonies qui étaient présentes sur les territoires.
Et ce qu'on peut voir, c'est que la quantité d'abeilles et la quantité de sucre collectée par les abeilles est supérieure à la quantité produite par le parc. On a 2 hypothèses à ça. Le fait qu'il y ait des mielés qui soient liés au milieu urbain, donc notamment au tilleul. Et donc les abeilles domestiques consomment plus de sucre qu'il n'en est produit par les 3 espèces dominantes. Donc une des propositions, c'est de faire diminuer cette courbe en dessous, enfin la courbe de teneur en sucre dans le miel, en dessous de la production de sucre qui est calculée pour les espèces dominantes du parc. Et donc, ça voudrait dire atteindre une densité, donc en dessous des 3 ruches, pour lesquelles on retrouve peu de compétition, d'atteindre 2,5 ruches au kilomètre carré. Donc, si on reprend ce scénario, ça veut dire en fait travailler surtout avec les apiculteurs qui sont présents, donc professionnels sur la zone, pour essayer de voir avec eux s'il n'y a pas la possibilité qu'ils transhument une partie de leur ruche dans d'autres espaces. Donc là, c'est potentiellement, du coup, essayer de diminuer la cinquantaine de ruches qu'il y a ici en mettant une trentaine, et ici, peut-être similaire. Voilà. Et là, on s'approcherait, en fait, à peu près, on passerait en dessous des 3 colonies par kilomètre carré. Et enfin, la dernière possibilité, alors qui est difficile à mettre en place au niveau des parcs nationaux, parce que ça veut dire agir sur le territoire et avoir une gestion de la ressource florale disponible. Donc là, c'est des exemples qui étaient possibles dans le parc national, donc d'essayer de travailler avec les acteurs du territoire pour s'accorder sur des espèces végétales bénéfiques pour les pollinisateurs, donc notamment puisque le parc national des Calanques est à proximité de Marseille, donc ça veut dire travailler sur les espaces de friches à l'interface ville-nature pour peut-être pouvoir augmenter cette ressource à l'interface entre le parc et la ville. Et puis, il y a des activités de chasse au sein du parc national, donc quelques-unes, où les chasseurs utilisent des cultures synégétiques. Donc, les cultures synégétiques, c'est normalement pour attirer le gibier. Et donc, il était question de peut-être travailler avec les chasseurs pour pouvoir proposer des mélanges qui servent à la fois pour le gibier et à la fois pour les pollinisateurs, mais on est sur des toutes petites tâches du coup de territoire, puisque ça fait des petites parcelles, on va dire, de peut-être 500 mètres carrés, quoi. Et puis, du coup, sur Marseille principalement, le parc fait face aussi à de l'urbanisation, y compris en aire d'adhésion, avec notamment le campus de Lumini qui est au centre, où il y a eu encore des reconstructions et un abattage de plusieurs hectares d'arbres, donc peut-être davantage protéger et du coup essayer d'augmenter les ressources florales. Sur la Côte Bleue notamment, j'en profite pour parler de ça, le romarin, lorsque les individus sont plus âgés, ils vont produire moins de fleurs et moins de nectar. Du coup, il y avait la possibilité de couper et de faire régénérer le romarin pour avoir davantage de fleurs et donc davantage de ressources. Et puis, quelque chose qui a marché, donc là, c'est une initiative qui a eu aussi à Marseille sur le parc urbain des papillons, c'est d'essayer de renforcer en fait les populations d'espèces de plantes hôtes. Donc là, juste pour les papillons, avant plantation d'espèces hôtes, on avait en moyenne 14 espèces de papillons qui étaient sur ce parc. Et après plantation de différentes plantes hôtes et une adaptation de gestion différenciée, on a doublé le nombre d'espèces en l'espace de 5 ans après ces plantations. Sur ces plantations, on est sur des espèces pas forcément rares. En fait, ça va être souvent des espèces communes. Et au total, il y avait donc 52 espèces de papillons. Oui, et aujourd'hui, il y en a 52. C'est ça qu'on est parti de 14 espèces. Aujourd'hui, il y en a 52. On a fait plus que doubler. On a fait x4, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ben Benoît, c'est à toi. La deuxième fausse bonne idée. non, alors, on est aussi ici pour parler des pollinateurs et de leur protection et des pratiques de gestion. Comment faire pour aider les pollinateurs? On a dit que la première fausse bonne idée, effectivement, c'était de mettre des ruches. La deuxième fausse bonne idée, est-ce qu'il faut se poser la question, mettre des hôtels à insectes? On nous pose très souvent cette question-là. Est-ce que c'est bien de mettre des hôtels à insectes? Est-ce que je vais aider les pollinateurs en mettant des hôtels à insectes? Eh bien, pour l'instant, tu peux avancer. Ouais.
À ce jour, il n'y a aucune preuve scientifique de l'effet positif des hôtels à insectes sur les populations d'abeilles sauvages. Il y a des preuves scientifiques sur la pollinisation des cultures, c'est-à-dire qu'en rajoutant des osmies, de l'osmiliculture sur certaines cultures, on va augmenter leur production, notamment sur la luzerne, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, pour ce qui est des abeilles sauvages, il n'y a aucune preuve scientifique qui dit que mettre des hôtels à insectes, ça améliore les populations. Alors, les hôtels à insectes, c'est quoi? C'est à peu près tout et n'importe quoi. Hein. Vous connaissez ça, c'est des petites structures avec du bambou, du bois, des pommes de pin, parfois des coquilles d'escargot. On en trouve entre 6 $ et 300 $ sur Amazon, hein, selon une étude faite par des collègues allemands. Tu peux avancer. On peut aussi effectivement les fabriquer nous-mêmes. Il y a eu beaucoup de greenwashing qui a été utilisé autour de ça. Et ici, vous avez un panneau McDonald's, il me semble que c'est en Suède, où quand on tourne, photo suivante, on a en fait voilà, plein de petits hôtels à insectes comme ça qui ont été installés. C'est pas mal un outil de communication pour beaucoup d'entreprises, pour certaines écoles aussi, un outil d'éducation à l'environnement pour dire voilà, on met des hôtels à insectes et c'est plus ou moins bien, tu peux avancer. Sauf que voilà, les quelques études scientifiques qui existent, comme cette étude pour le coup au Canada, montrent que les hôtels à insectes, ils contiennent quoi? Ils contiennent beaucoup d'espèces exotiques envahissantes. Plus de 50% des espèces qui étaient trouvées dans cet hôtel à insectes au Canada étaient des espèces exotiques. Notamment, on a Isodontia mexicana ou des choses comme ça qui étaient dedans. Avant, tu peux avancer. En France, il y a eu une étude pilote qui a été très largement partagée et qui a été une très belle étude à Lyon qui s'appelait Urban Bees dans le cadre de la thèse de Laura Fortel, où ils ont suivi et installé des hôtels à insectes sous forme de structures en bois comme ici, mais également des hôtels à insectes terricoles. Donc, on voit, où les abeilles pouvaient aller nicher les abeilles terricoles pouvaient aller nicher dans ces structures-là. Et donc, ils ont quand même trouvé, et ça, c'est quand même pas mal, ils ont trouvé plus de 50 espèces d'abeilles dans l'ensemble des deux structures, hein. Sol, petite, comment on appelle ça déjà, Lise, le truc du milieu, là, Spirale. Les spirales, merci, les spirales à plantes aromatiques et les hôtels à insectes. Seulement dans les hôtels à insectes au-dessus du sol, donc les structures en bambou et en bois, il n'y avait que 20 espèces d'abeilles qui ont été trouvées, dont une espèce exotique, la seule espèce exotique d'abeille en France, Megachilus culturalis. Alors, nous, on a fait un petit test à Marseille. Dans 12 parcs et jardins de la ville de Marseille, on a installé 96 hôtels à insectes. Les hôtels à insectes, c'était des toutes petites structures. Ils faisaient 30 cm sur 50 cm, dans lesquels on avait mis des bambous, des bouts de bois, et on les a suivis juste pendant une année. Et vous pouvez voir les résultats dans la diapo suivante. Pendant une année, on n'a eu que 5 espèces. Que 5 espèces. Alors, encore une fois, c'était des tout petits hôtels à insectes. On a eu 900 individus, et sur les 900 individus, on a eu 40% d'individus qui étaient Megachilus culturalis, qui étaient cette espèce exotique envahissante. Et le reste était des espèces très banales d'osmies, Osmia bicornis, Osmia rufa, Osmia cerulescens. Il m'en manque une, j'ai oublié laquelle. Cette espèce-là, Megachilus culturalis, elle est arrivée en 2008 en France. Aujourd'hui, elle est présente dans tous ces pays européens. Elle adore nicher dans les hôtels à insectes. Alors, elle n'est pas présente en Corse. Attention. Ce n'est pas parce que la Corse est colorée sur les photos qu'elle est présente en Corse. Elle n'est pas présente en Corse. Par contre, elle est présente en Sardaigne. Juste à côté. Ça ne va pas tarder à arriver. Tu peux avancer. Alors, on peut discuter du coup de ces hôtels à insectes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Il y a quand même des vertus positives. Encore une fois, d'éducation à l'environnement. Ici, c'est un article qui est sorti récemment qui montre que le fait d'avoir un hôtel à insectes dans son école, ça augmente la sensibilité des élèves pour les insectes et leur capacité de reconnaissance des insectes aussi, donc leurs compétences naturalistes. Donc, ça permet également d'élever la compétence naturelle. Donc, c'est quelque chose qu'on peut discuter. En tout cas, d'un point de vue purement conservation, pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Et pour moi, c'est poursuivre deux objectifs différents. Soit on fait de la sensibilisation à l'environnement, soit on fait de l'éducation à l'environnement, c'est très bien. Soit on fait de la conservation. Et si on fait de la conservation, a priori, ça ne marche pas pour l'instant. Après, peut-être qu'il va y avoir des preuves qui vont sortir et ce sera très bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve scientifique de l'effet des hôtels à insectes.
Alors, l'autre chose qui est à la mode depuis peu de temps, c'est également d'acheter des hôtels insectes déjà remplis d'abeilles solitaires. Alors, ça, il y a plein de boîtes qui en vendent. Nous, on a fait une petite revue de la littérature avec Lise et une petite revue d'Internet. Et on a trouvé quand même plus de 50 sites Internet dans le monde qui vendaient, vas-y, tu peux aller à la suivante, plus de 50 sites Internet dans le monde qui vendaient des hôtels insectes remplis d'abeilles sauvages, avec parfois des coûts complètement exorbitants. Vous avez là ici $130 quand même pour la petite boîte avec des cocons d'osmie à l'intérieur. Et on a trouvé surtout 8 espèces qui étaient vendues dans le monde, dont des belles espèces du style Osmia californica, Osmia texana, qui sont, je vous le garantis, un jour, qui vont finir par arriver sur un autre continent parce qu'elles se trimballent dans les bambous et trimballer des cocons dans des bambous, c'est très facile. J'en veux pour preuve mon collègue Hervé Jourdan, qui travaille en Nouvelle-Calédonie et qui est affecté en partie à la biosécurité de la Californie, a intercepté un colis avec des Osmia bicornis dedans qui venaient de France à direction de Seattle. Vous voyez, donc France, on passe par la Nouvelle-Calédonie, on va à direction de Seattle, et il y avait des cocons d'osmie avec 6 femelles déjà écloses. Vous voyez, donc, en termes de propagation et d'invasion biologique, ça se passe quand même là. Donc, bon, ça, c'est un schéma, on ne va pas le détailler. Mais en gros, on a fait ce petit schéma avec Lise dans le cadre de notre article Misplaced Management of Bees pour un peu expliquer toutes les mauvaises idées et quelles conséquences ça pouvait avoir sur les écosystèmes. Ouais, tu peux avancer. Bon, maintenant, on va le faire rapide. C'est une diapo d'Arthropologia de Hugues. De quoi les pollinisateurs ont-ils besoin? Ils ont besoin d'une nourriture variée, ils ont besoin d'espaces, de matériaux pour la nidification, de zones de refuge et d'hivernage, de corridors, de déplacement. Ils ont besoin d'une mosaïque d'habitats diversifiés. Ils ont besoin qu'on mette de la nature partout, tu peux avancer, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, d'un choix de fleurissement approprié, notamment avec le végétal local, on en a parlé, la mise en place d'habitats favorables pour leur nidification, de retarder, décaler et limiter le nombre et la hauteur des fauches. Et ça vaut pour tous les pollinisateurs. C'est-à-dire que, encore une fois, je reprends, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure en vocal, mais moi, je ne veux pas opposer les apiculteurs franchement, ce sera la dernière des conneries d'opposer les apiculteurs aux défenseurs de l'environnement. Ici, pour l'extrême majorité des perturbations, on est dans le même bateau. Hein. Les pesticides, ça touche abeilles domestiques, abeilles sauvages. La perte de floraison, ça touche pareil. La destruction des habitats, la fragmentation, tout ça, c'est la même chose. Donc, effectivement, augmenter la part du gâteau, c'est d'abord ce qu'on va faire. Partout, tout le temps, partout où c'est possible. D'accord ? Et ensuite, dans les zones protégées, là où il y a des populations, effectivement, d'abeilles sauvages qui sont fragiles, mettre des densités de ruches comme on l'observe actuellement, c'est une folie également. Donc, il faut savoir se battre sur tous les fronts pour protéger nos abeilles sauvages, nos pollinisateurs sauvages. Donc, l'idée, c'est d'impliquer, voilà, moi j'aime bien quand Hugues il dit ça, parce qu'il dit, voilà, impliquer toutes les forces disponibles. Et c'est bien important, impliquer toutes les forces disponibles dans tous les espaces disponibles pour renaturer, reconstituer les mosaïques des milieux, agriculture, parcs, espaces verts, bord de route, etc. Et que tout le monde a un rôle à jouer partout. Voilà. Donc, c'est son avis de mobilisation générale. Bon, tu peux passer ça. Tu peux passer tout ça, végétal local. Et voilà. Merci beaucoup. Merci de votre attention à tous. Du coup, si vous avez des questions, oui, pour les supports de présentation, on va essayer de les mettre sur le site du GDR. J'ai eu plusieurs demandes, même en perso. Du coup, on vous les mettra à disposition sur le site du GDR. Oui, alors, ouais, il y a des questions dans la salle déjà. Ouais, est-ce qu'il y a des réactions déjà sur peut-être la première partie, les moyens de mettre en œuvre tout ça, Bon, etc. surtout, hein. Ouais, du coup, je partais sur le côté éducation à l'environnement des hôtels insectes. Ouais. Je parlais de sensibilisation, que ça permet aussi aux élèves, aux écoliers de reconnaître les espèces. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on induit derrière? Est-ce qu'on induit le fait qu'il faut fabriquer quelque chose pour contrôler la nature et voir les choses? Non, mais on est d'accord. C'est une vraie question. Ouais, non, j'ai pas de réponse. Dans ce qui émane de l'intérêt éducation à l'environnement des hôtels insectes. C'est ça qui m'intéresse. Parce que est-ce qu'il ne faut pas déconstruire ces hôtels pour en faire des chambres d'hôtes insectes, des tas de bois, des tas de pierres, des tas de feuilles, etc. et montrer ça aux élèves dans une cour d'école? Aujourd'hui, c'est possible. En plus, il y a un élan de désimperméabilisation et de végétalisation des cours d'école. Et donc, enfin, moi, c'est mon avis. Mais montrons qu'on peut avoir des chambres d'hôtes insectes. On est d'accord. Et
Il y a une Néanmoins, proposition dans le chat qui est intéressante, c'est de renommer les hôtels et nichoirs en observatoire à insectes, abeilles, pour pas tromper sur effectivement la fonction véritable hors agriculture. Et du coup, effectivement, c'est peut-être une terminologie plus juste pour comment dire, témoigner de la réalité de la. mais je pense que ce qu'aiment bien les professeurs, c'est aussi l'aspect, on va dire, ludique, de couper des bambous, de les mettre dans des boîtes, chacun la rapporte à sa maison. Faire un tas de pierres, c'est super sympa. Réellement, on les voit, sur un tatouage, je crois. C'est Non, mais c'est sûr. L'observatoire. encore une fois, je pense que le bashing qui est sur les hôtels insectes, à partir du moment où il n'y a pas d'effet négatif avéré, hormis peut-être la dissémination d'une espèce et d'autres types, mais vraiment aussi dans la nature, hein, par exemple l'hôtel d'insectes en Chine. Je trouve que la version propre, la protection première, hormis tout ce qui est greenwashing, qui est insupportable, les hôtels insectes ont au milieu d'un rond-point en pleine nuit, c'est complètement idiot. Mais dans une cour d'école, dans un jardin, on les voit, ces osmis au printemps, c'est quand même un spectacle extraordinaire. Alors, c'est peut-être que quelques espèces, on en voit une, mais finalement, il y a peut-être plus une dizaine. C'est pas complètement idiot de proposer ces outils-là pour la vocation pédagogique. Alors, 2 petits conseils pour ça, du coup. Donc, Megachilidés sculpturalis, quand elle est là, elle vire les autres, quand même. Elle va désoperculer les nids des abeilles sauvages, notamment des osmies, et elle enlève les larves. Hein. Elle fait pareil dans la nature. Ouais, mais alors là, elle, vu qu'elle est en plus, elle aime bien se regrouper en nichoir avec plusieurs femelles. Là, pour elle, c'est vraiment nickel. Elle a tout, elle a son immeuble dans lequel elle peut habiter. Ce qui est intéressant, c'est d'introduire aussi la diversité. C'est sûr que tu n'en mets que de section de Cannes de Provence, exactement. du MTMF. C'est ce qu'on va faire. Des sections de grandeur, pas de. Voilà. D'accord. On va avoir plein d'autres espèces qui sont. Mais après, il y a d'autres questions, notamment le fait de concentrer du coup les bambous dans des hôtels à insectes, ça va aussi, effectivement, ça l'a dit un peu, ça a été un peu dit dans le chat, ça va concentrer tout ce qui est parasites. Les espèces parasites vont davantage en fait venir nicher à la place des autres. Ça va concentrer également s'il y a des pathogènes. Donc en fait, il y a quand même d'autres choses qui viennent s'ajouter à ça, en plus de héberger du coup Megachilidés sculpturalis. Et en fait, les vrais aménagements fonctionnels, c'est plus de laisser, en plus, les espèces terricoles, finalement, on en a énormément, et de laisser du sol nu, c'est hyper important. Et du coup, certes, il y a un aspect ludique, mais il ne faut pas oublier aussi le fait qu'il y ait des concentrations de certains parasites et l'expansion potentielle de la distribution d'espèces envahissantes. Ouais, et petit conseil pour vos hôtels à insectes, si vous voulez éviter Megachilidés sculpturalis, vous prenez des bambous à section de moins de 8 mm de diamètre et vous excluez 95% des Megachilidés sculpturalis. Donc, vous faites des super hôtels à insectes sans. Donc voilà, moins de 8 mm de diamètre, notez ça dans vos hôtels. Peut-être les changer. Et oui, et les changer régulièrement, faut éviter. Et puis d'une manière générale, j'ai envie de dire, en fait, le message, je pense qu'il faut passer, c'est qu'il faut arrêter de mettre la même chose partout tout le temps. C'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que quand on vend des osmies en élevage, on met la même lignée partout, en France ou partout en Suisse ou partout en Belgique. Quand on vend des colonies de bourdons fabriquées en Belgique, hein, les copains belges, pareil, on fout ça, la même chose partout. Génétiquement, et puis on sait bien que Bombusta astris c'est devenu envahissant absolument partout dans le monde. Quand on met des ruchers partout, ça ne marche pas. Et en fait, juste, voilà, rappelez que l'été, c'est et en plus, vous êtes bien placé pour le savoir parce que vous êtes dans des réserves naturelles qui ne sont pas nature tellement différentes en fonction de la biogéographie de la France qui est complexe, etc. Donc, le but du jeu, c'est l'hétérogénéité. C'est pas faire c'est la gestion. On parle de gestion différenciée, mais la gestion différenciée, tout le temps adaptée au territoire de chacun. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et avoir des solutions toutes faites pour la biodiversité, quand il y a une solution toute faite, c'est que la solution ne marche pas. Vous pouvez être sûr de ça. Benoît, ouais. Sur les hôtels à insectes pré-remplis qui viennent de partout, c'est quoi la solution? Tu n'as pas le droit de citer l'OFB, par contre. Déjà, mettre en place une vraie biosécurité, en France, c'est compliqué.
Je sais qu'il y avait eu un cas, par exemple, de méliponiculture qui avait été tenté dans les Pyrénées où le mec, il a été intercepté juste avec un essaim de mélipone. Il n'a pas pu rentrer en France, mais il a essayé de le faire. Donc, avoir une vraie biosécurité qui fonctionne. Et ensuite, la solution pour éviter ça, ben, je ne sais pas bien comment faire. Je ne sais pas bien. Oui, mais on fait des. Il y a une publi de Cléo Berstelmeier, là, qui est une collègue suisse, qui montre que les fourmis, les gens qui ont des terrariums chez eux, viennent de partout dans le monde et que c'est une des sources d'invasion principales. En fait, tout est en vente. Il faut voir que là, je parle des abeilles, mais tout est en vente partout. Les poissons, des aquariums, les tortues, les machins, mais les phasmes, il y a eu des phasmes qui sont sortis comme ça d'un coup, boum, tu as un phasme et tu ne l'avais jamais vu parce que les mecs ont des terrariums chez eux. Et c'est tout. Voilà, les gens achètent des bêtes de n'importe où, de n'importe quoi, et puis les bêtes s'échappent, quoi. Et il faut faire en place une biosécurité qui soit vraiment, vraiment importante. Sensibiliser, ouais. Sur le suivi donc on a la chance d'avoir un espace où il n'y a pas de lutte à moins de 3 km et qu'on a quand même des abeilles militaires. Est-ce qu'il y a des techniques pour suivre les abeilles pour voir où elles vivent et retrouver des Oh, bah. Quand vous travaillez par exemple en rocher, vous avez la certitude que vous savez si les abeilles viennent de se coucher ou si elles viennent d'un autre. Quand on calcule des cercles autour des kilomètres, c'est du marquage, c'est pas du marquage, c'est la littérature, c'est Alors ça existe, ça a été utilisé pas plus tard que cette année sur Vespa orientalis, qui est notre nouveau frelon qui arrive en France, et pour détruire les nids, ils ont capturé des individus, ils ont mis des petites balises dessus et ils ont suivi comme ça pour retrouver le nid et pour pouvoir les détruire, les nids de Vespa orientalis. Donc, il y a une équipe qui est spécialisée en France pour ça, qui est l'équipe de Mathieu Lioro à Toulouse, et qui est très, très costaud sur les performances de radio-tracking des pollinateurs, et qui ont développé tout un tas de techniques pour suivre les abeilles domestiques. Et alors, les techniques précises, je ne les connais pas bien, mais il y a des méthodes qui existent. Il faudrait la capturer, lui mettre le truc. Ça fait un peu mobiliser beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Mais c'est rigolo. Chabert a levé la main d'Anthropologia. Oui, merci. C'était pour revenir sur les distances en préconisation, les distances entre les ruchers, parce que je ne suis pas sûr d'avoir saisi quoi retenir. Savoir si on se basait plutôt sur les 900 mètres de préférence entre les ruchers, et s'il y avait aussi d'autres études qui montraient hors contexte milieu naturel, ou même d'autres études qui viennent confirmer ces distances-là, savoir si dans la littérature, il y avait d'autres recommandations à puiser, notamment en milieu urbain ou périurbain. Alors, je vais répondre sur la distance. Il ne me semble pas qu'il y ait d'autres études. Ça va être plutôt sur la densité. Et en fait, en termes de distance, plus on prendra la plus grande, moins il y aura d'effet, du coup, de la densité de ruche. Et du coup, effectivement, la plus petite, moi j'avais prévu la plus petite distance parce que le parc national des Calanques n'est pas hyper grand. Et donc, j'avais pris la distance de 600 mètres. Et donc, en gros, il fallait éloigner les ruchers enfin, pas avoir de ruchers à 1,8 km, en fait. Pour laisser justement une bande potentielle pour, sans comment dire, influences de l'abeille domestique. Oui, merci. Est-ce que la piste temporelle a été explorée? On verra que, par exemple, la présentation a des ruchers, mais avec des traitements qui sont peut-être un peu différents. Il y a l'accord des romains, qui est thérapie pour la ressource. Donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas de
Si, tout à fait. Donc Alexis Rondeau pose la question de l'effet historique de la présence de ruchers. C'est ça, hein, ta question? Temporelle. Et qui vont de part. Ouais. Alors, on en parlait hier soir, il me semble, avec Bertrand. Et c'est compliqué à faire, ça, parce qu'en fait, il faudrait se mettre d'accord avec les apiculteurs pour enlever au moment où ça nous arrange. Et on avait déposé un projet auprès du département des Bouches-du-Rhône pour faire ça, qui nous avait promis un financement, et finalement, le financement n'est jamais arrivé. Et c'est une question qui reste en suspens. On sait maintenant ce qui se passe grâce aux 2 études que je vous ai montrées là, quand les ruches arrivent. On ne sait pas ce qui se passe quand on enlève les ruches. Encore ça, on ne sait pas. Par contre, de manière intéressante, dans les résultats de Michael et de Guy, l'effet qui était le plus fort, c'était sur la densité de ruches sur l'année précédente. Et donc, vu que ça impactait sur le succès reproducteur des abeilles sauvages, et ben alors, la population d'adultes à l'année suivante était affectée par la densité de ruches à l'année précédente. Vous voyez ? Et le signal était le plus fort à ce niveau-là. C'est très compliqué. On est sur des modèles mathématiques avec beaucoup de variables. Et ouais, c'est pas simple. Mais c'est pour ça que c'est une question qui reste. Enfin, si on avait une réponse toute faite, on l'aurait tranchée depuis bien longtemps, quoi. C'est pour ça que c'est une question qui reste vive depuis aussi longtemps. Juste un point qu'on n'a pas dit. Il y a aussi une analyse pour les agriculteurs pour passer leur riz dans des zones dites riches en biodiversité. Et ça, ils interprètent ça comme des aires protégées. Donc, à la condition de placer 70 ruches en moins, qui peut diviser en 3 sites. Donc là, sur ce que Emmanuel fait là, ce seuil de 70, moi, c'est un levier d'action. On pourrait bouger ce seuil et on pourrait changer en fait, les conditions d'application du système d'agriculture. Si on avait un seuil plus bas, si on avait une manière différente de l'appliquer, si on définissait mieux ce que c'est qu'une bonne riche de biodiversité. On aurait moins de pression sur les aires protégées. Oui, et puis si les campagnes étaient accueillantes pour les abeilles domestiques, on aurait moins de pression sur les aires protégées. Comment? Ouais. Et je pense que la chose sur laquelle on doit tous militer avant toute chose, c'est effectivement rendre les campagnes de nouveau accueillantes pour les abeilles domestiques et tous les pollinateurs. Ok, bon, écoutez, merci beaucoup.